Nous accueillons maintenant notre nouvel invité, Frédéric Rosaneste, pianiste concertiste. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diplômé de l'École normale de musique de Paris et vous avez obtenu le premier prix de piano au concours centralisé des conservatoires de Paris. Mais avant de dérouler le fil de votre carrière, à quel âge avez-vous commencé le piano et est-ce que vous venez d'une famille musicienne ? Alors donc moi j'ai pas le parcours d'un enfant prodige, à savoir que j'ai commencé à 9 ans. C'est pas très tard quand même. C'est pas très tard. Et alors c'est très intéressant parce que mes deux familles, mon père et ma mère venant de deux mondes complètement différents, il y avait un point commun, c'était le piano. Ça veut dire que pas en tant que professionnel, mais en tant qu'amateur, voilà, tout le monde faisait du piano, donc naturellement, j'ai fait du piano. Par contre, j'ai un arrière-grand-oncle qui s'appelle Pierre Aubry, qui est un grand musicologue du 19e siècle, et donc lui a fait une carrière en tant que musicologue. Et l'instrument vous a séduit tout de suite, vous n'aviez pas envisagé faire, je sais pas, violon, violoncelle, non, vraiment l'instrument, le piano a été votre instrument de prédilection. C'était le piano qui était vraiment, oui, c'est très intéressant, spécialement la dimension rythmique et harmonique. Je me souviens qu'à mon deuxième cours, mon professeur m'avait donné un quatre mains en la mineur à travailler, et quand j'ai joué la mélodie et que j'ai entendu ce qu'elle avait fait en dessous, ça m'a fait un choc énorme sur le plan rythmique, harmonique. Je me suis dit mais c'est totalement extraordinaire ce qu'on peut faire avec cet instrument, quoi. Ça a été très révélateur. Ah oui, très très révélateur. Ça a été un grand choc. Ça a été une grande surprise. Je n'avais pas pu imaginer qu'on pouvait faire ça. Et ça a été, ça m'a donné énormément de joie et énormément d'élan pour oui, c'est ça, d'élan pour continuer à travailler. Pour continuer à travailler, voilà. Bien ça, sûr. Tout à fait. Alors, dans le cadre de votre formation, vous avez eu la chance de travailler avec des professeurs de différentes nationalités. Selman Ada, Turquie, Pierre Audon et Eliane Richepin, France, Zhu Xong, Chine, et enfin Arkady Volodos, Russie. Alors, est-ce que ça a été une grande chance pour vous, justement, de travailler avec ces professeurs étrangers, avec peut-être une autre approche de la musique en fonction de leur nationalité ? Ça vous a ouvert un horizon différent que si vous étiez resté uniquement avec des professeurs français ? Oui, ça c'est totalement vrai. À savoir que on a des différents professeurs, ça c'est normal, et on essaye de tirer le meilleur de ce que nous apprennent ces professeurs, et de voir ce qui nous correspond aussi à nous. Donc après, évidemment, quand on a rencontré beaucoup de professeurs, il y a après une phase où quand on développe la carrière, il y a une forme on est autodidacte un petit peu, ça veut dire qu'on se souvient, tiens, ce professeur me disait ça, c'est peut-être une bonne idée, ou peut-être ça me correspond plus maintenant, et évidemment ça a été très large. Ça fait vraiment comme une mosaïque, mais alors comment vous êtes attiré plus par une formation, enfin je veux dire une écoute, c'est-à-dire que si on voit un peu dans le détail, il y a eu un enseignement un peu académique du conservatoire qui a été qui a été intéressant. Après, d'autres approches, par exemple, quand je parle de Monsieur Selmanada, c'était un professeur turc, donc lui, il avait une oreille extraordinaire, donc sans vraiment me diriger, j'ai senti que, de toute manière, la musique, c'est l'art des sons, qu'il y avait quelque chose de ce côté-là, sans l'avoir vraiment appliqué, parce qu'il n'était pas très très directif, donc j'avais mon approche. Et après, après le conservatoire, j'ai rencontré différentes personnes, mais c'est vraiment Arkady Volodos qui lui a une approche complètement auditive, qui a été un choc terrible, très très grand, avec une liberté technique, une souplesse technique, une liberté technique. Par contre, un travail au niveau de l'oreille, de l'écoute intérieure, de l'harmonie évidemment, absolument, qui a été totalement révélateur. Et après, donc j'ai continué à façonner un peu ma manière de jouer. Oui. Vraiment. Oui, parce que votre sensibilité aussi, il faut en tenir compte. Donc c'est elle aussi qui module, et qui va vous montrer le chemin aussi peut-être, non ? Voilà. Alors ce qui est très intéressant, c'est que quand
quand la musique étant l'art des sons, quand vous allez apprendre, évidemment, on apprend avec des partitions et tout ça, mais quand vous êtes vraiment axé sur le son, sur l'écoute intérieure, c'est beaucoup plus facile d'exprimer sa sensibilité que si vous avez une approche un peu technique, un peu positionnelle, par exemple, qui là, pour moi, était plutôt un filtre et un frein. Donc c'est vraiment ce que j'ai mis en place et c'est ça qui permet d'exprimer la sensibilité en utilisant vraiment la bonne partie auditive du cerveau, la bonne partie qui est la partie auditive du cerveau, en ce qui nous concerne puisqu'on est musicien. Alors vous vous produisez en récital et en musique de chambre dans différents pays d'Europe et d'Asie, en Iran. Et donc quel est votre répertoire de prédilection ? Alors, répertoire de prédilection, écoutez, c'est assez difficile à dire parce que tout est tellement extraordinaire. Bon, je me suis beaucoup produit avec Chopin, peut-être un petit peu moins maintenant, beaucoup Liszt, voilà, les grands romantiques, Brahms, la musique moderne. Vous avez plutôt un penchant pour la musique romantique ? Pour la musique romantique, c'est vraiment difficile à dire. Quand on voit une sonate de Beethoven, là je me suis produit donc à l'église Saint-Guillaume le 29 avril avec justement la sonate La Tempête, c'est tellement extraordinaire. On peut pas, vous voyez, je trouve que la meilleure réponse, j'adore l'œuvre, je préfère l'œuvre que je joue au moment où je la joue. Et vous voyez ce que je veux dire. Oui. Bon, je dirais que mon répertoire va... bon, je joue Bach, mais à la maison, je ne me produis pas avec Bach, mais de Mozart à voilà, Ravel, Debussy... Alors vous évoquez justement le concert donné à Saint-Guillaume le 29 avril dernier avec un franc succès. Est-ce que vous jouez de la même manière lorsque vous donnez un récital dans une église ou dans une salle de concert ? Alors tout est une question d'acoustique en fait. Évidemment, donc l'église Saint-Guillaume sonne très très bien, il y a une vraie réverbération qui est tout à fait gérable. Donc, mais évidemment, on va jouer peut-être un peu plus lentement, mais ça se fait de manière complètement inconsciente. C'est-à-dire qu'on se met en osmose avec l'acoustique, on s'adapte au niveau de l'oreille. Au niveau de l'oreille, on a l'instrument, hein, donc on a un instrument différent, on a une acoustique différente, et en fonction de ça, on s'adapte. Donc c'est vrai que c'est une belle acoustique, et quand il y a une bonne acoustique et pas trop sèche comme ça, c'est très confortable et très agréable. Alors vous êtes également intéressé à d'autres styles de musique tels que le jazz et l'improvisation. Alors comment vous arrivez à moduler tout ça, à harmoniser ? Alors en fait, bon, ce qu'il faut savoir, c'est bon déjà le jazz et l'improvisation, il y a une dimension harmonique et rythmique qui est très intéressante dans le jazz, c'est-à-dire que maintenant, bon, quand j'enseigne l'harmonie et les accords, mais lors de mon parcours, j'ai pas eu cette approche-là, donc c'est en travaillant dans une école de musique où il y avait beaucoup de gens qui faisaient du jazz, que j'ai été sensibilisé donc à l'écriture jazz au niveau des accords et évidemment au niveau de l'improvisation. Alors ce qui est très intéressant avec cette approche, c'est qu'on a une grille d'accords et en fonction de cette grille d'accords, on doit entendre une improvisation et on doit la jouer, donc ça nous donne une liberté encore supplémentaire qui fait que quand on aborde le répertoire classique écrit avec la musique écrite, on a des fois l'impression de jouer comme si on improvisait ou comme si on avait composé l'œuvre. En tout cas, c'est comme ça que j'essaye de m'approprier les œuvres, tout en respectant évidemment le texte et la tradition, hein, donc du style et tout ça. Donc j'improvise, voilà, c'est naturellement, voilà, donc dans différents styles. Alors maintenant, bon, je vais pas avoir une improvisation aussi élaborée qu'un jazz pur, puisque voilà, il y a un énorme travail au niveau de l'improvisation, mais bon, je sais faire sonner une bossa, je sais faire voilà, le ternaire et tout ça. Donc ça c'est très intéressant. Et en plus, le travail qu'on peut avoir avec d'autres musiciens, ça c'est extraordinaire. Ça veut dire, on va pas jouer de la même manière, on va pas improviser de la même manière avec tel musicien ou tel musicien, et ça c'est carrément, c'est fantastique. Oui, parce magique. qu'un pianiste concertiste, par définition, joue seul. Voilà, tout à fait. On joue seul. Bon, après, je fais évidemment de la musique de chambre, de l'accompagnement lyrique et tout ça. Mais oui, on joue seul et on a la responsabilité de tout. Mais en fait, quand on joue seul, on doit avoir quand même cette sensation de diriger une formation. Hein, je veux dire, c'est ça, d'en avoir la maîtrise. D'en avoir la maîtrise. Voilà, tout à fait. Et vous consacrez aussi beaucoup de temps à l'enseignement. Vous êtes professeur dans une école. Voilà, donc moi c'est une activité importante de ma carrière. Donc, alors moi quand je suis arrivé, donc je suis originaire de Paris. Quand je suis arrivé en Alsace en 2001, j'ai eu différents postes en Alsace. Et en 2009, donc pour avoir un peu plus de liberté pour voyager, j'ai été beaucoup à Londres. Donc je me suis mis directement, j'ai ouvert directement ma classe qui fonctionne très très bien, voilà.
Donc je prépare des concours, j'ai des fois des élèves du conservatoire, où je vais rentrer des élèves au conservatoire, je prépare au concours, j'ai un concert de fin d'année tous les ans, donc c'est une classe qui est très dynamique. Très dynamique, voilà. Et j'ai, quand quelqu'un peut faire appel à mes services pour apprendre le piano, à partir du moment où la personne est motivée, je sens qu'elle a à cœur d'apprendre la musique. Bon, ça m'intéresse aussi éventuellement, donc quel que soit, je veux dire, l'âge, le niveau, il n'y a pas de problème. C'est une passion pour vous. Voilà, oui, c'est très, oui, tout à fait. Oui, tout à fait, c'est très intéressant. Et quand on voit le sourire et le bonheur des gens quand ils arrivent à maîtriser, qui progressent, c'est pas simplement jouer du piano, c'est jouer correctement. C'est-à-dire que moi, je fais pas de différence professionnelle amateur, c'est-à-dire que même mes petits-enfants de 4 ans, je leur fais faire les plans sonores, etc. Et une œuvre, même toute simple, doit sonner comme si c'était un professionnel qui devait la jouer. Et ça, c'est dans ce cadre-là où j'ai vraiment plaisir à enseigner. C'est pas simplement, on va mettre quelqu'un au piano, on va attendre 2-3 ans que je joue correctement avant de faire les plans sonores, par exemple. Je veux dire, faire sonner la mélodie plus que la main gauche, qui sous-entend de faire tout un travail d'indépendance des hémisphères et tout ça. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident, mais qu'on peut faire ça vraiment très très tôt, et ça marche. Donc c'est très intéressant, oui, tout à fait. Alors, lors d'un interview, vous disiez que l'on peut trouver une multitude de sentiments dans la musique classique qui n'est pas réservée à une élite. Alors ça, je trouve que c'est très important. Ça, c'est très très important parce que la musique classique, c'est absolument extraordinaire. C'est toute la vie, c'est la tristesse, c'est la joie, c'est la nature, c'est la méditation. Et je trouve que on devrait, c'est aussi dans ce sens-là que j'enseigne, on devrait donner plus facilement accès à ce trésor, mais totalement extraordinaire, puisque quand on joue de la musique par exemple triste, c'est très intéressant, ça nous met en empathie par exemple avec une forme de tristesse qu'on pourrait avoir ou de la joie, et ça nous fait un bien et ça nous libère. Et vous pensez que les professeurs n'accentuent pas assez cet aspect justement de la musique? Alors déjà au niveau, je ne sais pas au niveau des professeurs, mais quand on regarde dans les grands médias, je veux dire, je trouve que la musique classique n'est pas assez, ça il faudrait vraiment la mettre en valeur. Après au niveau des professeurs, après tout dépend des professeurs. Il est clair, par exemple, moi j'ai pas une approche positionnelle quand je donne un cours, ça veut dire que je vais pas bloquer entre guillemets la position, mais je vais faire chanter les élèves de manière à ce qu'ils entendent intérieurement, et à partir de là, évidemment, là ça va marcher à 100%, et ils vont pouvoir très très bien jouer. Et après, au fur et à mesure, ça c'était l'approche totalement d'Arkady Volodos, je veux dire, qui n'a jamais ou fait de gamme ou des choses comme ça, en tout cas de préoccupation par rapport à la position. Et après, le corps se détend, et naturellement, suivant on va jouer staccato, legato, etc., on va avoir une certaine position, mais qui va être adaptée à la musique et à l'émotion qu'on veut y mettre. Et c'est ça qui est très important. C'est très important. Mais ça reste quand même assez confidentiel, justement, cet aspect-là que vous présentez. Vous trouvez? Ah oui, pour avoir suivi des cours de piano, mes enfants, non, je ne retrouve pas ce que vous Mais pourtant, vous voyez, on revient toujours à ce que je dis tout le temps, la musique est l'art des sons. Oui. Donc il faut commencer par là, vous voyez ce que je veux dire? Il faut commencer par là, et après, je vous assure que la je me souviens de positionnement des mains, c'est comme ça, alors bon, ça peut décourager aussi. Alors ça, c'est découragement, et en plus, on ne fait pas de la musique. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous faites chanter même un petit enfant de 3 ans, je veux dire, on vous fait chanter juste, vous vérifiez qu'il va chanter bien juste, on peut faire des exercices évidemment pour qu'il arrive à chanter juste, et après une blanche ça vaut 2 temps, etc., une noire ça vaut 1 temps, et tout ça en chantant, et là il met les doigts un peu comme il veut, ça sonne, et puis après en ayant des œuvres plus compliquées, les doigts vont se mettre mais exactement comme il faut, hein. Je veux dire, c'est l'activité de faire du piano, c'est une activité vraiment totalement cérébrale, hein, et auditive. Et quand on fonctionne comme ça, mais ça fonctionne très 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 bien. Et c'est du bonheur pour tout le monde. Alors pour vous aussi, les compositeurs ont créé des chefs-d'œuvre à partir de leur souffrance, et cela vous met en empathie avec vos propres sensibilités. Voilà, exactement, et tout à fait, hein, tout à fait. Quand on a évidemment, il y a le travail d'apprendre une œuvre, ça demande une certaine discipline, un certain travail, mais quand après on a dépassé la maîtrise et qu'on joue cette œuvre, ça nous met en empathie avec notre propre sensibilité, que ce soit de la joie, que ce soit, et ça peut nous faire basculer une journée qui pouvait commencer peut-être pas forcément très joyeuse à une journée extraordinaire, quoi. Je veux dire, c'est rien qu'avec ça, c'est totalement magique.
Tout à fait. C'est D'ailleurs, totalement vous magique. dites très justement, la musique classique est le bien-être de l'âme. Voilà, ça je confirme complètement. Oui. Voilà, tout à fait. Alors j'ai constaté aussi que vous jouiez sans partition. Donc c'est un travail colossal pour intégrer et pour imprimer dans... Alors, c'est-à-dire qu'en récital, je joue sans partition. Après, quand je fais de l'accompagnement vocal, Oui, je joue avec ça, partition. c'est Musique de différent, chambre, oui. c'est un peu la tradition. C'est vrai que de jouer sans partition, ça demande un travail évidemment supplémentaire. Mais après, vous savoir, quand vous avez appris une partition, voilà, une musique sans partition, vous avez apprise d'oreille, avec la bonne partie du cerveau, la partie auditive, non seulement vous la vivez bien, mais en plus, si vous ne l'avez pas jouée pendant un mois, vous pouvez la rejouer sans aucun... Ça reste. Je dis quelque chose, une phrase un peu compliquée, le cerveau va garder en mémoire uniquement ce dont il a besoin pour la réalisation de l'œuvre artistique. Ça veut dire que si la musique étant l'art de son, si on apprend par cœur les harmonies, tout, il faut avoir tout analysé, avoir tout entendu, après ça reste. Comme quand on a appris des comptines, quand on était enfant, on a Oui, appris c'est des vrai, comptines et on absolument. les connaît à vie. Et bien c'est à la même fait. chose. Oui, Ça veut dire quelque chose qu'on a appris, donc évidemment un peu naturellement on les joue par cœur, et puis après on n'a pas le problème de suivre la partition, on est complètement dans la musique, quoi. Voilà. Et combien d'heures de piano par jour? Alors ça, c'est vraiment très C'est selon variable. ce que vous Je veux préparez dire, peut-être ça comme, peut être selon ce que je prépare. Je ne travaille pas simplement au piano. Il y a un énorme travail qui se fait à la table ou dans la tête. Ça veut dire quand par exemple, j'ai travaillé un passage, je peux me le rejouer dans la tête sans partition, donc il y a un travail cérébral, il y a un travail au piano. Mais bon, voilà, moi je consacre quelques heures tous les matins à l'activité, voilà, de mon activité de concertiste et d'apprentissage du répertoire et de concerts en fait. Alors j'ai écouté un CD, votre dernier CD, Récital 2018. Très bien. Alors vous allez nous en parler. Moi j'étais sous le charme. Ah bah merci beaucoup, Je ça vous me le fait dis plaisir. très sincèrement. Et donc vous avez choisi ces compositeurs. Voilà, Et voilà. tout à fait. Alors expliquez-nous un petit peu pourquoi. Donc en fait j'ai commencé avec Schumann. J'ai été très séduit par l'intermezzo en fait, qui est assez connu, de Faschingsfang aus Wien de Schumann. Donc j'ai travaillé l'intermezzo que je trouvais totalement extraordinaire. Et puis après, l'intermezzo c'est que 2 minutes sur une musique qui dure 30 minutes. Donc après, naturellement, on va travailler le mouvement lent, le mouvement rapide. Et puis de fil en aiguille, voilà, on a joué, on a assimilé complètement dans toute l'œuvre. Et c'était très intéressant puisque je me suis produit à Zwickau, qui est la ville natale de Schumann, au musée Schumann, Oui. avec l'œuvre de Faschingsfang aus Wien. Et c'était un moment magique puisqu'il y a le musée, la salle de concert, voilà. Et puis donc après, naturellement, j'ai voulu continuer avec des nocturnes que je jouais depuis longtemps, voilà, du Brahms, le Satie aussi, je trouve totalement extraordinaire. Et puis et Liszt évidemment, donc Liszt avec la fameuse Rhapsodie, la Consolation. Alors la Consolation peut-être qui peut nous consoler des fois quand on en a besoin, je sais pas, pourquoi pas. Voilà. Et ce CD, on peut le trouver, il est en vente. Alors ce CD, on peut le trouver chez Arpège Armand Meyer, oui. Donc, et puis ou directement sur mon site. Vous avez un site, Voilà. effectivement. Voilà, j'ai un site internet, tout à fait. Très bien. Eh bien, je crois que vous avez choisi un extrait musical, mais qui n'est pas du tout extrait de vos enregistrements. Oui, donc en fait c'est Górecki, donc Henryk Górecki, qui est un compositeur polonais donc du XXe siècle, né en 1933, décédé en 2010 me semble-t-il. Et je trouve cette musique complètement magique, un peu méditative, qui est sur un mode modal et qui on commence par une tierce majeure, donc fa la, et ça s'écarte un petit peu. On a l'impression que c'est un peu un déchirement. On ressent une forme de déchirement, et après ça se réunifie. Il y a après une forme de grande colère, et après il y a à nouveau ce déchirement, et il y a peut-être une petite solution. Un peu, donc c'est une musique évidemment sur Amen, un seul mot. Górecki était un catholique. Moi je veux dire, c'est pas par rapport à la religion ou quoi que ce soit. Je suis pas, je crois en une puissance supérieure, mais je crois que tout, il y a autant. C'est Ratzinger qui disait, il y a autant de liens, de se relier à Dieu, à ce qu'on veut, qu'il y a de personnes en fait. Donc c'est pas du tout. Mais je trouve la musique extraordinaire. Qui est tiré d'un disque qui s'appelle Miserere. Donc Miserere qui est une œuvre très longue, de 32 minutes qui et j'aime beaucoup
Et j'aime beaucoup, c'est enregistré donc voilà dans une chapelle. On entend des bruits un peu. On pourrait prendre ça comme des défauts un peu, mais c'est des bruits d'église, mais qui donnent un côté très authentique. Parce que j'avais entendu une autre version et j'avais pas ressenti ce côté aussi authentique. Et je trouve ça totalement extraordinaire. Ouais. Bien, on va écouter. Merci à vous de la faire découvrir. Et puis, je rappelle votre album Récital 2018, donc par Frédéric Rosanès, et que l'on peut trouver donc soit sur votre site, soit chez Arpège Armand Meyer. Ouais, merci à vous. Je vous en prie. Merci à vous.